Bonjour à tous. Alors, chers amis habituels à ces Facebook Live de femmes expats et qui nous rejoignez souvent, et vous aussi qui nous rejoignez pour la première fois parce que soit vous êtes intéressés par l'expatriation, soit parce que surtout vous avez répondu à la grande enquête Expat Communication CFE et que vous avez hâte d'en savoir plus sur les résultats et de nous poser plein de questions. Donc, c'est une émotion pour nous de vous présenter ces résultats aujourd'hui parce que c'est le fruit d'un énorme travail, plus d'un an de travail avec nos partenaires, avec toute l'équipe. Et je ne pourrais pas commencer cette émission sans remercier Caroline de Courcelles, qui est la chef de projet pour l'enquête. Et vous allez voir qu'il va commenter au fur et à mesure les résultats qui apparaissent et qui a fait un formidable travail pour construire le questionnaire, pour venir vous chercher et ensuite pour analyser les réponses. Un grand merci à Caroline donc, pour son magnifique travail sur cette enquête. Un magnifique merci aussi à nos partenaires. Et je voudrais citer particulièrement donc, les partenaires officiels de l'enquête qui sont 3 entreprises qui l'ont fait pour leurs expatriés. ADO, Saint-Gobain et l'Agence française de développement. Et 3 partenaires qui le font eux, pour mieux comprendre l'expatriation et mieux servir leurs clients. Je pense à la Banque Transatlantique, à Sage International, qui est notre partenaire pour le portage international, et bien sûr au partenaire qui a donné son nom à notre baromètre, qui est la Caisse des Français de l'étranger, représentée aujourd'hui par Rachida Kassi, qui en est la directrice de la communication. Et on va faire quelque chose de sympa aujourd'hui avec Rachida, c'est-à-dire qu'on va inverser les rôles. Rachida, tu es journaliste aujourd'hui. Exactement. Je te passe le micro. Merci. Alors, je vais débuter en tout d'abord commençant par te remercier de nous avoir intégrés à ce projet, à ce magnifique projet, puisque ça a donné beaucoup de travail, on s'en rend bien compte. Mais en tout cas, aujourd'hui, on en collecte les fruits et on en est plus que ravis, nous, CFE, mais je pense tous les partenaires et également tous les expatriés. Donc, merci beaucoup, Expat Communication, puis particulièrement merci à toi, Alix, de nous avoir intégrés encore une fois à ce projet. Il y a tellement de choses à dire sur cette enquête qu'aujourd'hui, le challenge, ça va être de tenir les 40 minutes, puisque on serait prêt à en parler des heures durant, mais de toute façon, je pense qu'on pourra rester connecté sur la page Facebook si toutefois vous aviez des questions. Pour démarrer, avant de démarrer, pourrais-tu nous expliquer un petit peu la genèse de ce projet, comment t'en est venue l'idée, le pourquoi, le comment, et puis voilà, ça nous intéresse. Alors, au départ, l'enquête, la première enquête est née en 2015, au moment où j'étais en train d'écrire le livre Chérie, on s'expatrie, petit guide de survie à l'usage des couples aventuriers, et où je me suis dit, bon, pour écrire un livre sérieux, il faut des données. Et les données à ce moment-là, on n'en avait plus, puisque jusqu'ici, toutes les données sur l'expatriation relatives à la France étaient fournies par la Maison des Français de l'étranger, qui est une émanation du ministère des Affaires étrangères. Et son activité s'est arrêtée en 2014. En plus, il y avait très peu de données sur le couple en expatriation. Donc, on a lancé une première enquête, dont déjà la CFE était partenaire, sur quel est l'impact de l'expatriation sur le couple et quel est le ressenti des conjoints. Et là, on a eu, alors, énorme surprise, plus de 3000 réponses. Pourquoi ? Parce que l'enquête était devenue virale. Et pourquoi est-ce qu'elle est devenue virale ? Parce que les conjoints ont eu l'impression qu'enfin, on s'intéressait à ce qu'ils vivaient eux en tant que conjoints. Donc ça, c'est 2015. 3000 réponses. On se dit, incroyable, quoi. Enfin, c'est un beau cadeau d'avoir ça. C'est ce qui a donné plus tard naissance au groupe Expat Value et au site Expat Value. Et puis surtout, ça a donné lieu à un baromètre. Parce qu'on s'est dit, si jamais il y a 3000 personnes qui sont prêtes à nous raconter ce qui se passe pour elles en expatriation, c'est top. Et faisons-le donc tous les 2 ans. Donc on a recommencé en 2017. Cette fois-ci, on travaille avec des chercheurs. Et là, je remercie Olivier Wurst, qui est chercheur aux arts et métiers, à l'ESCP, à l'université de Vasa en Finlande, et qui est dans beaucoup de réseaux de recherche internationale et qui chapeaute notre enquête sur le plan académique pour être sûr qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Voilà, donc c'est comme ça qu'est née l'enquête. 2017, 3500 réponses. Oui, donc du coup, 2019, combien de réponses ? Et alors, 2019, on est à plus de 7600 réponses exploitables. Voilà, de gens où on a suffisamment de données pour pouvoir les prendre en compte en ayant enlevé toutes les réponses farfelues. Enfin, il y en avait très peu d'ailleurs. C'est énorme.
C'est énorme, donc ça montre effectivement l'engouement auprès de cette enquête. Moi, ça ne fait que me dire que la CFE a bien fait d'y participer. En tout cas, j'en suis ravie, puisque nous, de notre côté, on avait aussi besoin d'éléments, de données pour pouvoir, comme on est en train de refondre toute la CFE, pour pouvoir offrir des services et des produits et des offres qui correspondent à la réalité. Donc, on ne s'est pas trompé. On va démarrer, donc peut-être première question sur l'enquête. Qu'est-ce que nous révèle cette enquête? Quel serait le portrait robot est-ce qu'il y a un profil type de l'expatrié, un portrait robot? Alors, Rachida, je suis désolée, mais ça, on va pas pouvoir. Pourquoi est-ce qu'on va pas pouvoir donner de portrait robot? Parce qu'il y a toujours des biais méthodologiques sur une enquête. Par exemple, dans la nôtre, on a collecté les réponses essentiellement par les réseaux sociaux. Et du coup, les femmes sont surreprésentées, puisqu'elles sont beaucoup plus utilisatrices des réseaux sociaux que les hommes. À partir de là, on ne peut pas dire notre enquête dit qui est l'expat type, d'autant plus que l'expat type, en fait, on ne sait pas très bien qui c'est, puisque déjà un expat, on ne sait pas trop le définir. Donc, je peux te donner des données, quelques données types. On va dire, par exemple, que l'expatrié moyen d'après notre enquête a 41 ans, qu'il en est à sa deuxième expat, alors ça on le voit dans toutes les enquêtes, il est extrêmement diplômé. On voit plus de 70% des personnes qui ont répondu à l'enquête qui ont entre un bac plus 5, enfin un bac plus 5 et plus. Donc c'est largement plus que l'ensemble de la population française. Il est plus souvent marié que la moyenne. Et je vais m'arrêter là pour faire des généralités. Et après, je pense qu'il vaut mieux regarder par cible. Et on sera beaucoup plus juste méthodologiquement si on se positionne plutôt en parlant des femmes ou des hommes, des conjoints ou de ceux qui ont un contrat d'expat ou ceux qui sont en contrat local, etc. Donc justement, parlons-en des femmes. Que peut-on dire des femmes en expatriation? Alors les femmes, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'elles aiment bien les réseaux sociaux parce qu'elles répondent, on disait, beaucoup plus à l'enquête. Les femmes, leur rôle évolue au sein de l'expatriation. C'est-à-dire qu'au départ, celles qui étaient les femmes en expatriation, c'était avant tout des femmes qui étaient femmes accompagnatrices ou femmes conjoints. Aujourd'hui, on voit que dans les expatriés d'entreprise, il y a près d'un tiers des expatriés d'entreprise qui sont des femmes. Donc, bonne nouvelle, il y a plus de femmes qui travaillent. Elles travaillent à 60%. Bon, ça fait une différence avec les hommes qui, eux, travaillent à 80%. Mais à 60%, elles travaillent. Ce qui va les distinguer des hommes, c'est aussi, à part cet aspect professionnel, l'aspect des études. Elles n'ont pas tout à fait les mêmes profils professionnels. Alors, chez les hommes comme chez les femmes, la profession la plus représentée, c'est commerce, vente, marketing. Après, chez les femmes, on va voir plus des profils autour des langues ou de l'enseignement. Chez les hommes, on va voir davantage des formations comme ingénieur à 24% ou en finance. Voilà la grosse différence entre les hommes et les femmes. Donc c'est leur formation, l'activité professionnelle. Sinon, j'ai envie de te dire, les femmes en expatriation sont aussi variées que les hommes en expatriation. Donc il va falloir qu'on descende encore un peu plus dans le niveau d'analyse. Tu disais tout à l'heure que c'est surtout les femmes qui ont répondu à notre enquête. Ça veut dire que les conjoints sont surtout des hommes? Alors non, là où il y a une évolution, donc on disait, c'est qu'il y a plus de femmes qui, on va avoir un statut de collaboratrice expatriée, donc envoyée par l'entreprise. On part de quasiment zéro dans les années 80. Aujourd'hui, on arrive aux alentours de 30%. Donc ça, c'est une grosse progression. Ce qui ne change pas tellement, c'est justement chez les conjoints expatriés où finalement, donc quand on a sorti la première enquête, ça avait fait un buzz très fort parce qu'on est arrivé à l'idée qu'il y avait quand un couple s'expatrie, envoyé par une entreprise, dans 92% des cas, c'est l'homme qui est envoyé et la femme qui suit. Et ça ne change pas tellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à 90%. Donc, c'est une amélioration. Hein. Clairement, on a gagné 2 points. Ça reste quand même une répartition des rôles ultra traditionnelle. Et ça, il faut qu'on aille plus loin dans l'enquête pour exactement le montrer. Pour montrer pourquoi. Je pense qu'on est vraiment sur les fondements de ce qui fait la distinction des rôles entre l'homme et la femme. Donc, c'est quelque chose qui évoluera très lentement et qui prend du temps. Et même, je vois des entreprises
avec lesquels on travaille qui ont demandé des analyses spécifiques pour leurs expatriés. Chez eux, il y a beaucoup plus encore de femmes expatriées collaboratrices aux alentours de 30% que je vous donne. Et pourtant, même chez eux, il y a très peu de conjoints hommes. Pourquoi? Parce que quand une femme est envoyée, encore trop souvent, enfin je dis trop souvent, je sors un peu de mon rôle d'analyse de l'enquête, là je dis un peu ce que je pense, encore trop souvent, quand la femme est mutée, soit elle est célibataire, soit son conjoint ne la suit pas. D'accord. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est quoi le rôle du conjoint par rapport à l'expatrié? Est-ce que le rôle est distinct ou... Alors, on va avoir plusieurs sortes de couples. On va avoir le couple qui est parti à l'aventure, le couple qui est parti en contrat local. Et chez ceux-là, où au bout d'un certain temps, le conjoint ne se définit plus comme conjoint, il est un expat comme un autre. C'est plus dans la population des expatriés d'entreprise qu'on va avoir des gens qui se définissent comme le conjoint parce qu'à force de bouger, il va falloir une spécialisation des rôles au sein du couple. Ces conjoints-là, qu'est-ce qui fait qu'ils sont des conjoints et qu'ils ont ce rôle-là? Eh bien, c'est un trajet en avion. C'est-à-dire qu'avant ce trajet en avion, ils n'étaient pas des conjoints. Et ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils étaient 85% à travailler avant de partir. Et que pour un tiers d'entre eux, ils gagnaient autant, voire plus, que celui qui est aujourd'hui le collaborateur. Donc c'est vraiment le fait de l'expatriation qui a créé cette spécialisation des rôles. Après, qu'est-ce que je peux te dire sur les conjoints? C'est que là aussi, il y a une spécialisation des rôles dans le sens que là où le collaborateur va mettre vraiment toujours sa carrière en priorité dans les raisons pour lesquelles partir, le conjoint, lui, va mettre sa carrière au second plan. Et c'est pour ça qu'il a accepté de partir, parce qu'il sait que ça va être compliqué pour lui pour retrouver du travail au même niveau que celui qu'il avait avant. Mais ce n'est pas forcément dramatique, puisque la première chose, sa première priorité en expatriation, c'est la famille et le bien-être de la famille. Sa carrière est importante, mais elle vient au deuxième plan. Alors justement, le projet d'expatriation, quand il se fait en famille, il se fait peut-être d'abord parce qu'il y a une évolution professionnelle ou en tout cas une opportunité professionnelle. Que pense le conjoint qui suit son conjoint en expatriation? Que pense le conjoint de l'expatriation du coup, puisqu'il n'a pas forcément le même rôle que lorsqu'il était en France? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Alors c'est très intéressant. Celui qui devient le conjoint, là, par ce trajet d'avion mystérieux, il est aussi très content de son expatriation. Là où la moyenne, c'est 86%, donc l'ensemble du panel, êtes-vous satisfait de votre expatriation? 86% du panel répond oui, c'est une bonne nouvelle. Chez les conjoints, le niveau est un tout petit peu en dessous, on est à 83%. Il y a un autre item qui est hyper important, c'est qu'on demande aux conjoints qui ne travaillent pas, est-ce que pour vous c'est un sacrifice de ne pas travailler? Et autre question, c'est pas et, c'est où? Est-ce que le fait de ne pas travailler est pour vous un épanouissement? Il y en a quand même 40% qui disent oui, c'est un sacrifice de ne pas travailler, donc c'est important parce que c'est pratiquement 1 sur 2 qui dit je me suis sacrifié au moins sur le plan professionnel avec l'expatriation. Même si les 2 tiers disent que c'est un épanouissement. Alors, on peut regarder le verre à moitié plein ou à moitié vide. Quand il s'agit de sujets aussi importants, je pense que c'est très important que tous les verres soient pleins quand même. Et quand il n'y en a que les 2 tiers qui disent c'est un épanouissement personnel, pour nous, c'est un point de vigilance de dire il y en a quand même 1 tiers qui se disent que pour eux, ce n'est pas un épanouissement. Autre point de vigilance, et on en reparlera probablement après, là où le taux de satisfaction vis-à-vis de l'expatriation est le plus faible, et il y a vraiment une grosse différence, c'est pour les conjoints qui sont en recherche d'emploi. Quand on regarde le type d'activité qu'ils ont, les conjoints ont dans l'ensemble des postes inférieurs à ceux qu'ils avaient avant. Inférieurs en compétences, inférieurs en niveau de responsabilité, surtout en salaire. Néanmoins, on voit, comme ils y gagnent en développement personnel, ils ont plus de temps pour les enfants, le bilan est positif. D'accord. Là où vraiment l'expérience devient pénible à vivre, c'est ceux qui sont encore en recherche et qui n'ont pas trouvé leur projet. Oui. Donc, du coup, tu parlais beaucoup de contrats d'expatriation. Donc, je suis surprise, ça existe encore? Des personnes qui partent en expatriation, en contrat d'expatriation? Dans notre panel, alors il y a un biais ou pas, ce serait difficile de savoir sur l'ensemble des Français de l'étranger. Je pense que c'est quand même assez représentatif. Il y a 17% des personnes qui ont répondu qui sont en contrat
d'expatriés d'entreprise. Donc, envoyés par leur entreprise avec une clause pour leur retour, prévoyant leur retour. Il y en a 51% qui sont en contrat local. Le reste, soit c'est des contrats qu'on appelle local plus, soit c'est des contrats publics, soit c'est encore d'autres types de contrats. Donc oui, ça existe toujours. En fait, j'ai envie de te dire, on dit toujours il n'y a plus de contrats d'entreprise. En fait, c'est la part relative des gens en contrat d'expat qui a diminué, mais le nombre absolu est à peu près constant parce que les entreprises ont toujours besoin de ces gens. Pourquoi ? On voit qu'ils les envoient dans des pays qui sont quand même souvent plus difficiles, moins sûrs. Ils les bougent beaucoup plus souvent. Ils ont besoin de davantage d'expertise. C'est des gens, là on va trouver plus davantage des directeurs de filiales, des directeurs financiers ou des experts. Et donc la contrepartie de la destination qui n'est pas choisie forcément, le rythme qui est plus rapide et du fait que ce sont des gens très, très haut placés dans l'entreprise ou très experts, ça ne veut pas forcément dire haut placés, c'est le contrat d'entreprise. Enfin, c'est le fait d'avoir ce qu'on peut appeler le full package. Très bien. Et il existe des gens qui partent à l'aventure ? Alors, les aventuriers, il y en a aussi. C'est 17% des personnes qui ont répondu à l'enquête qui n'avaient pas de job avant de partir. Donc, ils sont partis comme ça pour voir. Donc, oui, ça existe. D'accord. Et que leur arrive-t-il quand ils arrivent là-bas ? Eh bien, écoute, d'abord, ils trouvent du travail, oui. puisqu'ils travaillent à 71% et qu'il n'y en a que vraiment une petite minorité qui est en recherche d'emploi. Après, ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas le même profil. C'est des gens qui sont plus jeunes, qui sont plus rarement mariés, qui ont moins souvent ou mariés ou en couple, qui ont moins souvent des enfants. Et c'est des gens qui n'ont pas du tout les mêmes priorités. C'est-à-dire que là où un expat d'entreprise, il part à 90% pour développer sa carrière, un aventurier, lui, il part à plus de 70% pour découvrir un nouveau pays, pour une nouvelle aventure, pour le développement personnel, et loin après, pour trouver du boulot. En fait, il n'est pas dans une logique de carrière, il est dans une logique d'aventure qui passera par le fait de trouver un travail qui assurera ma subsistance, voire même dans une logique de changer de vie. Chez ces aventuriers, ils sont beaucoup plus nombreux, 40%, à dire que ce qu'ils veulent, c'est des meilleures qualités de vie. Une meilleure qualité de vie, ce qui est beaucoup moins le cas des autres expatriés qui, eux, ont déjà une bonne qualité de vie, puisqu'ils sont quelque part très intégrés dans le système. C'est les gens, on a vu, les plus diplômés, les plus experts, etc. Donc, eux, ils partent pour développer encore plus. L'aventurier, souvent, il a plus des problèmes professionnels ou il s'ennuie dans sa carrière et c'est plus son enjeu. Quelque part, il envoie un peu tout promener et il verra bien. Et justement, il verra bien, mais à un moment donné, il faut quand même bien trouver un emploi. Est-ce que pour ces aventuriers, c'est plus compliqué de trouver un emploi sur place ? Alors, on n'a pas posé la question sous ces termes-là, donc je ne saurais pas te dire si c'est plus compliqué ou plus simple. Ça va demander pas mal d'analyse. C'est une bonne question, mais à laquelle on n'est pas capable de répondre aujourd'hui. Ce qu'on voit, c'est qu'à 71%, ils travaillent et qu'ils ne sont pas beaucoup à chercher un emploi. Donc, a priori, ils ont trouvé. Je m'intéresserai aussi aux autres. Par exemple, dans la recherche d'emploi, les conjoints expatriés, ceux qui ont fait le pari de dire, bon, je te suis, mais je vais trouver un boulot sur place. Ces conjoints expats, pourquoi est-ce qu'ils travaillent ? Bon, c'est pas essentiellement pour des raisons de subsistance financière. C'est avant tout pour avoir une continuité sur leur CV ou pour avoir, non pas une subsistance financière, mais une indépendance financière. Et pour eux, ils trouvent que c'est difficile de trouver du travail. Les obstacles les plus importants, c'est la barrière de la langue, c'est le visa dans certains cas, qui n'est pas ce qui est cité le plus fréquemment. Mais on peut dire qu'il y a des barrières qu'on peut sauter, et puis il y a des murs. Le visa, ça peut être davantage un mur qu'une barrière. Dans les autres difficultés, la langue, la carrière, la difficulté à faire reconnaître ses diplômes et la garde des enfants. Et ça, pour nous, chez Expat Communication, c'est un point ennuyeux parce que ça veut dire que c'est des gens qui n'avaient pas anticipé ces difficultés-là. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la notion de sacrifice ou pas. Oui. Si on part en se disant
je vais vers quelque chose de difficile, je le sais, je prends un risque, je rencontre cette difficulté effectivement et je n'y arrive pas, je l'avais anticipé, quelque part le deal est correct et je sais trouver les ressources pour faire face. Ce qui est très compliqué, c'est quand on se retrouve face à des barrières qu'on n'a pas anticipées. Je suis médecin, je pars, mon diplôme n'est pas reconnu. En général, je le savais avant de partir. Oui. Sinon, c'est vraiment que je n'ai pas préparé mon expatriation. En revanche, je suis une maman avec des jeunes enfants. Je veux travailler. Et là, je me rends compte sur place qu'il y a des vacances scolaires tout le temps, que les enfants sortent à 3 heures, que en fait, je ne parle pas la langue et qu'il va me falloir beaucoup de temps pour les suivre sur le plan scolaire, qu'il faut que je fasse des cours de rattrapage à la maison, ou que c'est compliqué de les laisser à une nounou qui ne parle pas du tout leur langue. Et que ce n'est pas le choix que je veux faire, et je ne l'avais pas anticipé. Là, on a un gros risque de frustration et d'expatriation qui se passe mal, parce que je n'avais pas anticipé la difficulté. Alors justement, donc on voit sur cette enquête, donc il y a plusieurs profils. Il y a aussi le profil donc, des personnes qui partent en famille, donc avec des enfants. Que nous dit l'enquête sur les enfants? Alors, sur les enfants, l'enquête est hyper positive. Oui. C'est-à-dire que les parents plébiscitent l'expatriation pour leurs enfants. Ils disent que leurs enfants se sentent bien dans l'expatriation, qu'ils s'adaptent bien, et que leurs enfants surtout se développent au contact d'une nouvelle culture. Enfin, et c'est important parce que les enfants, développer des enfants, avoir des enfants internationaux, c'est une des premières raisons pour partir. Donc, quelque part, il est important que l'enfant trouve sa place dans l'expatriation, puisque c'est pour lui aussi qu'on est parti. Mais est-ce que ça veut dire que l'enfant, c'est plus facile pour lui d'être en expatriation que pour les parents? Alors là-dessus, on est très vigilant. À lire rapidement les chiffres, on se dirait oui. Et ça pourrait conforter les réponses un jugement qu'on entend souvent qui dit de toute façon les enfants c'est comme des éponges, ils s'adaptent tout de suite. Ou alors à partir du moment où les parents vont bien, les enfants vont bien aussi. C'est vrai en grande partie. Maintenant, il y a quand même quelques points où il faut faire attention. Il y a un certain nombre de parents, alors moins de 10%, mais quand même, qui nous disent que ça s'est passé de façon différente, inégale selon les enfants. D'accord. Pour certains enfants, ça va se passer bien. Pour d'autres, ça va être plus compliqué. Et pour les enfants qui avaient des difficultés avant de partir, on a des parents qui vont nous dire la fragilité de l'enfant s'est accrue avec le changement. D'autres qui vont nous dire, et ça on le voit surtout dans les verbatims, mon enfant qui avait des difficultés a trouvé un support. Je pense notamment à des parents qui ont des enfants handicapés qui disent on a trouvé des équipes bien meilleures dans le pays où on était pour s'occuper de nos enfants. Ou d'autres qui disent mon enfant qui ne se sentait pas bien dans sa culture a trouvé davantage d'espace ou de marge de manœuvre dans le nouveau pays où il est arrivé. Et donc, l'enfant arrivé en expatriation, c'est plus dur pour lui de quitter ses amis en France? Est-ce qu'il y a un laps de temps? Est-ce que finalement, on conserve ses amis français? Ou est-ce qu'au contraire, on tourne complètement la page et on se fait de nouveaux amis? La principale difficulté pour les enfants, effectivement, c'est pas la langue, c'est la perte des amis. Et alors, c'est les parents qui parlent. On n'a pas interrogé les parents, les enfants directs. C'est les parents qui parlent. Les parents nous disent que la principale difficulté pour les enfants, c'est de couper les liens avec la famille élargie. Donc, les grands-parents, les cousins, les oncles et tantes. Alors, comme on a interviewé les parents, j'imagine qu'on leur a posé la question sur le plan scolaire. Alors j'imagine aussi que ça diffère selon les pays, mais qu'est-ce qu'on apprend sur le plan scolaire au niveau des enfants? Alors que les Français ne sont pas les mêmes que les autres expatriés. Dans notre panel, on a 85% de Français, 15% d'étrangers expatriés soit en France, soit dans d'autres pays. Et on voit que les Français sont de tous ceux qu'on a étudiés, qui mettent le plus souvent leurs enfants dans le système de leur propre nationalité, donc le système français, plus de 50%, là où les étrangers, enfin d'autres nationalités, vont avoir des systèmes qui seront soit des systèmes purement internationaux, beaucoup plus rarement les systèmes de l'école allemande, d'école italienne, etc., sont beaucoup moins développés, ou alors carrément mettre leurs enfants à l'école locale.
Mais le lycée français, dans toutes ses acceptions d'AEFE, mission laïque ou autres lycées français, est un système plébiscité par les Français et qui est vraiment un de nos atouts et un des atouts de notre communauté. Et d'autant plus que quand on demande aux parents quelle culture ils veulent maintenir, les parents français disent beaucoup on veut maintenir la culture de notre pays d'origine. Donc pour ça, on voit que le système français les y aide beaucoup. Et le système français a deux autres gros avantages. C'est que les parents français nous disent « Ah bah pour moi, c'est facile de suivre les devoirs des enfants, alors que ceux qui mettent leurs enfants forcément dans le système local, leur principale difficulté, c'est de pouvoir suivre les devoirs des enfants, mais aussi la continuité, soit parce qu'on part dans un autre pays, soit parce qu'on revient chez soi. Et c'est vraiment la principale raison pour laquelle les parents français ont choisi de rester dans le système français. Oui, donc on comprend donc de ce que tu dis qu'il y a un fort attachement à la communauté française. Du coup, comment on se fait des amis quand on est en expatriation et qu'on est français ou pas? Alors, on se fait des amis dans le système quand on est à l'étranger, d'abord par ses collègues, ensuite justement par l'école des enfants et enfin par son quartier. Voilà, donc c'est important de bien choisir l'école où on met ses enfants, d'y aller de temps en temps parce que c'est un facteur d'intégration important. Et surtout, de bien choisir l'endroit où on va habiter, parce que c'est vraiment un lieu de sociabilisation important. Donc ça, c'est un conseil pour les futurs expats. Ça vaut le coup de bien se renseigner sur son quartier avant de partir. On entend beaucoup que l'expatriation est dangereuse pour le couple. Est-ce que l'enquête nous permet de le confirmer ou nous donne des éléments de confirmation ou pas, ou d'information? Alors, on est de toute façon très loin de ce qu'on a pu entendre à certains moments où il y avait des sortes de rumeurs urbaines qui étaient liées en fait de mauvaises interprétations d'enquêtes qui étaient bien faites, mais les interprétations étaient assez romantiques, non pas du tout, mais fantaisistes, qui disaient, on est allé jusqu'à, il y a un couple sur deux qui divorce en expatriation. Pas du tout. D'accord. L'enquête dit qu'il y a 5% des personnes qui ont répondu à l'enquête qui sont divorcées. Ça ne dit pas si elles ont divorcé à cause de l'expat, pendant l'expat ou avant. Une large proportion des gens donc, sont en couple ou mariés. Il y en a quand même une large majorité, 60%, qui dit que l'expatriation a été bonne pour leur couple. 20% qui dit que ça a été égal. Et 20% donc, qui dit que ça n'a pas été bon pour leur couple. Mais des gens qui disent ça nous a emmenés à nous séparer ou à divorcer, c'est qu'un pourcentage infime pendant l'expatriation, un peu plus important au retour. Je crois qu'on reparlera du retour tout à l'heure. Tout à l'heure. Donc non, l'expatriation n'est pas mauvaise pour le couple. L'enquête est formelle là-dessus, c'est plutôt bon pour le couple. En revanche, ce qui est sûr, c'est que l'expatriation, quand secoue le couple, ce qui ne veut pas dire être secoué, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Et l'autre chose, c'est que quand il y a des difficultés, elles sont beaucoup plus pénibles. C'est-à-dire qu'un divorce est toujours compliqué. Un divorce en expatriation, ça peut être inextricable. Et alors, ça, on l'a vu dans des verbatims, on ne l'a pas vu dans les chiffres, mais quelques verbatims de gens qui disent on est obligé pour des raisons administratives, etc., de rester ensemble alors que notre couple ne vaut plus rien. Et ça, c'est des situations qu'on voit de temps en temps en expatriation et qui sont hyper difficiles. Voilà, et qui peuvent conduire à un retour prématuré. Et oui, c'est pas évident en fait quand on a beau préparer le voyage, finalement l'expatriation c'est une belle aventure, mais qui peut comporter quelques risques, en tout cas quand on est en couple. Oui, non, c'est un point important. L'expatriation c'est une belle aventure. Les chiffres, et là-dessus, Caroline, qui est la chef de projet sur l'enquête, est très vigilante pour dire attention, on parle beaucoup de tout ce qui est positif, et on dit 86% de gens qui disent que l'aventure est belle. C'est super, mais quels sont les risques pour les autres? À nouveau, c'est pas tant mieux, il y en a 86% qui réussissent, et puis les autres, c'est pas très grave. Parce que pour ces 14% d'autres, les suites peuvent être absolument catastrophiques, je sais pas, mais en tout cas très compliquées, et être vraiment des grosses épreuves. Donc je pense que quand on entend ces chiffres, il ne faut pas se dire, bon, 86%, je fonce, tout le monde est content. Non, il y a quand même 14% pour qui c'est compliqué.
Donc vraiment, ça vaut le coup de se préparer et de bien anticiper. Et puis, on a encore, nous tous, du travail à faire pour l'accompagnement. Oui, oui, on parle de risque, de vulnérabilité. Donc ça nous amène à un sujet favori, la sécurité sociale. Du coup, effectivement, que montre l'enquête sur la partie sécurité sociale? Alors, elle montre quelque chose qui est quand même assez spécifiquement français, je pense, mais là, je te laisserai la parole parce que c'est toi l'experte. En tout cas, le chiffre peut-être à retenir dans l'enquête, il y en a deux. Le chiffre, il y en a deux. Le premier, c'est qu'il y a quand même un tiers des expats qui nous disent qu'ils sont partis sans s'occuper de leur sécurité sociale. Et l'autre, que les Français sont globalement pas hyper satisfaits de l'offre de santé à l'étranger. Mais peut-être qu'il faudrait mieux que ce soit toi qui commente, parce que là, sur ce sujet, c'est toi l'expert. Je me permettrai effectivement de commenter un peu, puisqu'effectivement, donc on a un tiers des personnes qui partent sans se renseigner. Là encore, on va regarder les différents profils. Les personnes qui partent en expatriation avec un contrat d'expatriation, c'est la société qui les envoie à l'étranger. Ceux-là ne se soucient pas de la sécurité sociale ou de la protection sociale en globalité. C'est surtout l'entreprise et les personnes qui gèrent les relations humaines en entreprise qui s'occupent de ces questions-là. Pour les autres, pour moi, ça montre aussi qu'il y a une possible méconnaissance du système français en fait et de ce à quoi on a le droit déjà en France pour pouvoir y prétendre à l'étranger. Puis le deuxième cas, c'est effectivement on peut ne pas se douter d'avoir les mêmes droits qu'en France quand on vit à l'étranger. Donc ça, c'est des choses qui se répercutent au sein de la sécurité sociale, enfin de la CFE qui est la sécurité sociale, puisque bien souvent, les personnes se posent la question quand malheureusement il est trop tard. Donc là, la CFE doit intervenir en urgence et avoir une situation compliquée à l'étranger, c'est pas la même chose que lorsqu'il nous arrive un pépin de santé en France. Donc il y a la distance, mais donc du coup la CFE est là et effectivement les personnes ne l'ont pas en réflexe numéro 1. Donc l'enquête le montre très bien. Donc trop de gens qui partent sans se préparer, sans être conscients des enjeux. Exactement. Et donc, souvent, quand on s'en rend compte, c'est vraiment... on arrive parfois à des situations dramatiques. Donc, l'importance de partir couvert et de se renseigner surtout avant de partir. Alors, on parle beaucoup d'expatriation. Alors, c'est le cœur de métier de la CFE, donc les Français qui partent vivre à l'étranger. Mais l'enquête a aussi un volet des étrangers qui viennent vivre en France. Que nous dit l'enquête sur ces étrangers qui vivent en France? Quel est leur ressenti? Alors, pour nous, c'était important de travailler là-dessus, d'autant plus que, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais vraiment sur ce sujet-là, notre partenaire, c'est la région Île-de-France, et plus particulièrement la cellule qui s'occupe de l'attractivité de l'Île-de-France vis-à-vis des investisseurs étrangers, ce qu'on appelle la cellule Paris Région Entreprise. Et donc, grâce à eux, on s'est vraiment intéressé aux étrangers en France. Et je pense que pour nous, expats, c'est important aussi de se dire... qu'est-ce que les étrangers qui arrivent dans notre pays, qui sont expats, comme nous, on l'est chez eux, trouvent en arrivant. Et honnêtement, les réponses ne sont pas fantastiques. Oui. Il n'y a pas des bonnes ou... Je vais parodier Astérix, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, mais il y a des réponses qui font plaisir et il y a des réponses qui ne font pas plaisir. La réponse qui fait plaisir, c'est que les expats qui arrivent en France nous disent c'est super pour la qualité de vie, pour l'alimentation, pour la culture. Enfin bon, le cliché de la vie française est complètement... confirmé par l'enquête. En revanche, les clichés négatifs sur la France sont aussi malheureusement confirmés. D'abord avec une très forte insatisfaction vis-à-vis de l'administration, hein, plus de 40% qui dit que l'administration, qu'ils sont insatisfaits vis-à-vis de l'administration française. C'est beaucoup plus que ce que l'ensemble du panel dit de l'administration dans son pays. Ils sont insatisfaits du niveau fiscal, du coût de la vie, et ça... À la rigueur, on pourrait dire, bon, c'est le système, mais quelque chose qui parle plus de nous en tant que Français. Ils sont aussi plus de 24% à se dire insatisfaits de l'accueil qu'ils ont reçu en tant qu'étrangers. Et ça, je trouve que nous qui sommes expats ailleurs, pour reprendre un mot que j'aime pas, ça nous interpelle quand même. Et justement, les Français expatriés, donc qui rentrent en France, ils en pensent quoi, eux? Eh bien, ils vont retrouver un petit peu la même chose. Et c'est sympa de mettre les deux en parallèle. C'est-à-dire que la principale difficulté des Français de retour, c'est aussi l'administration. Donc voilà, c'est quelque chose vraiment à améliorer. Ça fait longtemps que c'est dit.
Je pense qu'il y a une prise de conscience, mais en tout cas, ça, l'enquête ne le dit pas encore. J'espère qu'on le verra dans les vagues à venir et que cet item s'améliorera. Qu'est-ce qui est difficile au retour? En fait, un peu tout. C'est-à-dire que là où les expatriés nous disent, sur le plan de ma carrière, je me développe, quand ils reviennent, ils disent, en fait, sur le plan de la carrière, c'est plus difficile. C'est pas forcément valorisé. Je s'ouvre, voilà, exactement. Même pour ceux qui sont en poste, hein, même les expats d'entreprise qui, à très large majorité, quand ils sont en expat, disent là, je sens que je me développe sur le plan professionnel, je progresse. Au retour, ils sont beaucoup moins nombreux à se dire, en fait, là-bas, je progressais, mais au retour, c'est pas pris en compte. On ne prend pas en compte mon expérience, je souffre de solitude et je ne me sens pas reconnue. Et ça, c'est vrai pour ceux qui ont un poste en entrant, c'est vrai aussi pour ceux qui rentrent sans poste et qui recherchent du boulot, qui disent cette expérience-là n'est pas valorisée. Mais c'est dur donc sur le plan professionnel, c'est dur aussi sur le plan personnel, avec beaucoup de gens au retour qui disent je suis confrontée à la solitude, à la nostalgie, un peu l'envers de ce que j'avais connu en arrivant, mais que souvent les expats au retour vivent de façon encore plus douloureuse parce que ça n'était pas anticipé, parce qu'il n'y a pas en même temps la joie de la découverte, et aussi parce que quand on est rentré, a priori, on est là pour de bon. C'est-à-dire, on ne se dit pas, quand on est en expat, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on le nuance en se disant, de toute façon, au pire, je repars. Quand on est de retour, se dire je vais repartir, c'est vraiment vécu comme un échec fort. Hein, c'est-à-dire, je ne suis plus de nulle part. Et donc, ces difficultés sont vécues de façon un peu plus difficile. Pour vous donner, par exemple, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais il y a quand même 54% des gens qui disent il est plus facile de partir que de revenir. Et une part importante d'expatriés qui disent l'adaptation au retour est soit difficile, soit elle ne se passe pas super bien. Alors, on l'a vu, ça fait beaucoup d'informations que tu partages avec nous. On te remercie et on pourrait rester des heures et des heures à en discuter. Aujourd'hui, vous en êtes où du dépouillement? Alors, déjà, on a survolé de façon épouvantable tous les résultats qu'on vous a donnés. On a déjà beaucoup plus de chiffres que ça à donner et elles vont être disponibles sur le site Expat Communication dans la rubrique Expat Lab très rapidement. On va en faire des articles sur Femmes Expat, on va en faire des articles sur Expat Value. Le but surtout, à la fin, c'est d'ici 2020, de faire un livre blanc qui montre bien tous ces différents visages de l'expatriation en creusant de façon très fine, parce que le gros avantage d'avoir 7600 réponses, c'est de pouvoir faire des analyses croisées qui soient encore valables. Donc en croisant entre hommes et femmes, entre contrat local plus ou expat d'entreprise, de faire des croisements selon les pays, selon l'âge des gens, selon la durée d'expatriation, on n'a pas du tout creusé encore les résultats qu'on avait sur les étudiants et sur les retraités. On voudrait faire des sujets sur le célibat géographique, sur les love paths, c'est ceux qui ont suivi qui sont allés retrouver l'amour de leur vie à l'étranger. Donc voilà, il y a plein de sujets à creuser. On va faire ces analyses. Et puis le but, c'est pas seulement de produire des données, c'est aussi qu'elles soient utiles. Donc toute la suite de notre mission, c'est d'écrire des articles pour vous, mais vous qui êtes en expat en fait. C'est intéressant pour vous parce que vous dites je suis pas le seul, je suis pas la seule, c'est bien. Mais le but c'est surtout de changer, c'était notre promesse, changer le regard sur l'expatriation. Et ça passe par le fait d'avoir le plus possible d'articles, d'interviews dans la presse et d'intervenir le plus possible aussi dans les entreprises, faire des conférences pour les personnes qui travaillent en ressources humaines, éventuellement pour les gens qui sont en COMEX, donc les directions d'entreprise, pour les sensibiliser à ces questions, et aussi vis-à-vis de ceux qui vont partir. Et ça, c'est tout le sens de notre activité chez Expat Communication, et tous nos partenaires nous y aident pour que ceux qui vont partir soient conscients des enjeux, parce que comme on l'a dit plusieurs fois, on accepte beaucoup plus les difficultés et on sait beaucoup mieux les gérer quand on a été prévenu et quand on est parti en les acceptant. J'anticipe peut-être les questions des personnes qui nous suivent, mais aujourd'hui, est-ce qu'il est encore possible de répondre à l'enquête? Ou c'est définitivement fermé? Si vous répondez de façon individuelle, on sera ravis parce qu'on pourra dire qu'on a encore plus de réponses. Mais on ne va pas étudier tout de suite cette réponse. En revanche, ce qui va encore se faire, c'est des analyses par collecteur. C'est-à-dire
un fournisseur de services qui se dit j'aimerais bien savoir quelles sont les spécificités des expatriés qui sont mes clients. Ou alors une entreprise, et ça on l'a déjà fait pour un certain nombre d'entreprises et c'est hyper intéressant, qui disent bon, il y a un panel, c'est intéressant, comment est-ce que mes expats, enfin, les expats qui travaillent pour mon entreprise ou les conjoints des expats de mon entreprise se positionnent par rapport à ce panel. Hier j'étais dans une entreprise dont je ne dirai pas le nom, mais le taux de satisfaction de leurs expats était dithyrambique. C'était un super moment à passer avec eux. Et aussi, il y avait quand même des petites zones d'ombre. Donc, se dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer encore les parcours de nos expatriés. Donc, voilà toutes les suites. Eh bien, en tout cas, il me tarde de voir l'analyse complète et les fameux livres blancs et les articles. D'ici là, je pense qu'on a fait le tour des différentes questions. Encore un grand bravo pour le travail, puisqu'on le ressent, hein, le travail qui a été effectué. Donc, un grand bravo à toute l'équipe d'Expat Communication. Un grand merci à la CFE et à tous nos partenaires pour votre soutien. Un grand merci à vous tous qui avez suivi ce Facebook Live. Donc vous avez pu poser vos questions en direct. On reste à votre disposition pendant une bonne demi-heure pour pouvoir répondre à vos questions. Et puis de toute façon, vous retrouverez ce Facebook Live pendant un an sur le site Expat Communication, sur le site Femmes Expat. Donc n'hésitez pas à le reconsulter ou à le partager avec ceux qui cela pourrait intéresser. Si jamais vous voulez être tenu au courant de nos futurs Facebook Live, la meilleure solution, c'est de vous abonner à la newsletter Femmes Expat. À très bientôt.